Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Quentin Mété, interne en 3e semestre de médecine générale à l'université Tours-Orléans et chargé de mission écologie pour l'ISNAR-IMG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, nos prescriptions. Mes liens d'intérêt sur le sujet sont le travail que je réalise avec Thomas Bourgeois-Fratta, actuel vice-président de l'ISNAR-IMG, et mon travail de thèse sur le bilan carbone de nos prescriptions. Dans un contexte où les défis en santé publique et environnementale se croisent et s'intensifient, il devient primordial que nous, actuels professionnels de santé, engagions une réflexion sur nos pratiques pour répondre aux enjeux actuels et futurs. Effectivement, l'impact du système de santé sur notre environnement n'est plus à démontrer et celui des prescriptions est prépondérant. En 2023, dans le monde, le système de santé représente 5% des émissions de gaz à effet de serre. Par analogie, il représenterait le 5e pays le plus émetteur. Pour ce qui est de la France, nous ne sommes pas de très bons élèves. Selon le rapport du Shift Project de 2023, notre système de santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre, dont la moitié proviendrait uniquement de nos prescriptions médicales. Loin d'être un concept abstrait, cette boîte à outils va nous aider à réinventer notre manière de soigner en considérant non seulement l'efficacité médicale, mais aussi l'impact humain, économique et environnemental de nos choix thérapeutiques. Pour cela, nous aurons la chance d'avoir ici 3 intervenants et intervenantes qui aborderont le sujet sous différents angles. Dans un premier temps, Emmanuel Ruch, professeur universitaire en santé publique à l'université de Tours et président de la Conférence nationale de santé. Ensuite, Jean-Pascal Fournier, professeur universitaire au DMG de Nantes et membre de l'unité de recherche POPS. Puis nous finirons avec le docteur Oriane Moulinier, médecin généraliste engagé et exerçant à Lille, et membre de l'Alliance Santé Planétaire. Avant de donner la parole à nos intervenants et intervenantes, je tiens à vous remercier chacun et chacune pour votre présence ici. Vous êtes les prescripteurs d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Vous avez la capacité et la responsabilité d'être des moteurs du changement de notre système de santé. Je vous invite maintenant à accueillir le premier intervenant, le professeur Emmanuel Ruch. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. J'avais peut-être, en termes de diaporama, comment est-ce que l'on passe éventuellement le diaporama? Qu'est-ce qu'il faut? Ça, tu penses que ça suffit? Ah oui, très très bien. C'est très très bien organisé. Merci Quentin. Donc je suis Emmanuel Ruch, je suis médecin de santé publique. J'exerce mes fonctions au CHU de Tours et à l'université de Tours. J'ai été très impliqué dans la Société française de santé publique et je suis effectivement président de la Conférence nationale de santé, qui est, je pense que peu de monde connaissent ce que c'est que la Conférence nationale de santé. C'est une forme de parlement de la santé qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans le système de santé. 97 membres suppléants et une 50aine d'organisations et qui travaillent et qui donnent des avis sur les politiques de santé. Donc la question de la santé globale est bien sûr un sujet majeur. Je vais aborder cette question de la juste prescription au travers de 5 dimensions que je vais parcourir rapidement. Alors je ne vais pas bien sûr me focaliser sur le terme de prescription, bien que le terme de prescription étymologiquement renvoie plutôt à des notions de commandement, de règles à suivre, d'ordre, alors si on est un peu plus modeste, de consignes. Mais je vais plutôt rester sur le côté juste. Qu'est-ce que c'est d'être juste ? Qu'est-ce que c'est qu'une juste prescription? Qu'est-ce qui est conforme à une norme, qu'elle soit abstraite ou concrète? Et s'il y a une juste prescription, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait cette prescription. Et qu'est-ce qui fait que celui qui fasse la prescription soit juste? Ce qui comporte vraisemblablement une réflexion sur la notion de justice. Alors je ne vais pas vous entraîner sur des considérations trop philosophiques, mais quand même.
se comporter selon la justice, ou en tout cas selon des règles de justice qui peuvent être juridiques ou morales. Et finalement, moi qui suis dans le champ de la santé publique et qui suis dans une équipe de recherche qui s'intitule Éducation, éthique, santé, je vous propose de faire un petit fil autour de cette dimension éthique, puisque l'éthique, c'est ce qui traite de la conduite morale. Donc je vais commencer peut-être par cette approche un peu de l'éthique médicale qui peut participer à une juste prescription. Alors l'éthique médicale ou l'éthique qui s'intéresse à la relation soignant-soigné, si je peux le dire comme ça, c'est une éthique qui peut se décliner de différentes façons. Je vais décliner plutôt une éthique biomédicale relativement que vous connaissez, qui est relativement ancienne et qui est relativement connue, qui est celle de l'éthique médicale au travers d'un principisme, c'est-à-dire qui repose sur des principes. Et il y en a 4 principes que vous connaissez, et donc qui renvoient à une forme d'éthique normative, qui est conçue pour aider la prise de décision, donc la juste prescription, dans le domaine des soins de santé. Alors ces 4 principes, vous les connaissez: le respect de l'autonomie, respecter la liberté et le choix des individus, la non-malfaisance, éviter de nuire aux autres, la bienfaisance, faire du bien aux autres, la justice, qui va être comprise de façon un peu plus large et qui va englober à la fois la distribution des biens matériels, sociaux. Les biens, ça peut être bien sûr les médicaments ou les actes, et puis qui s'intéresse également aux modalités de la coopération entre les acteurs. Au travers de cette approche éthique de la relation soignant-soigné, il y a une première dimension qui est notamment la question de la non-malfaisance et de la bienfaisance. Et celle-là, on la retrouve au travers d'une approche que vous connaissez, qui va être reprise tout à l'heure, je pense, notamment par Jean-Pascal, en partie, sous un axe un peu particulier. C'est la notion de la pertinence, une juste prescription pertinente. Et quand je regarde sur le site du ministère de la Santé, qu'est-ce que c'est qu'un soin pertinent? C'est un juste soin. C'est curieux. Alors, c'est le juste soin au bon patient, au bon moment et selon les connaissances scientifiques actuelles, qu'elles soient spécifiées par la Haute Autorité de Santé ou par les sociétés savantes ou par d'autres organismes encore. Alors, derrière cette notion de pertinence, il y a la question de la surutilisation des ressources, mais ça va être discuté tout à l'heure, la question de la surprescription. Il y a la question éventuellement aussi de la sous-utilisation, le manque de soins défavorable à un état de santé, l'absence de traitement de la douleur par exemple. Ça peut être aussi des éléments de défaut de réalisation de soins. Les soins sont envisagés de façon adéquate, mais ne sont pas forcément délivrés de la façon dont il le faudrait. D'ailleurs, c'était, me semble-t-il, cette question de la pertinence, un enjeu majeur de la convention médicale qui a été signée l'année dernière, puisque c'est l'axe de la pertinence et de la qualité des soins. Et vous voyez qu'il y avait 15 éléments de réflexion autour de la pertinence au sens de ce juste soin. Donc ça, on voit bien le lien que l'on peut faire entre cette notion de pertinence et la dimension éthique de la non-malfaisance et de la bienfaisance. Dans les 4 principes d'éthique que j'ai évoqués, il y avait le premier, qui est celui de l'autonomie, et ce qui m'amène à mon 3e point. La question de la considération ou de la prise en compte du point de vue du patient. Alors, dans les travaux qui sont notamment les travaux qui ont été développés sur la question de la satisfaction des patients, on sait, c'est le petit schéma qui est en bas et à gauche, on sait qu'il peut y avoir un écart entre le point de vue du patient et le point de vue du professionnel de santé. Ça, je pense que ça n'échappe à personne. Et que la qualité attendue du patient n'est pas forcément la qualité voulue par le professionnel de santé, et que la qualité qui est vécue par le patient n'est pas forcément la qualité qui est délivrée par le professionnel de santé. Et donc, le juste soin, ça peut être ou la juste prescription, ça peut être la juste prescription du point de vue du professionnel, mais c'est bien sûr aussi la juste prescription du point de vue du patient.
il peut y avoir un écart de conception et un écart de perception. Donc cette question des points de vue peut être appréhendée, notamment au travers des principes de l'éthique médicale, au travers du respect de l'autonomie. Et il ne vous a pas échappé que le 4 mars 2002, il y a une loi qui a été, qui est restée gravée dans nos textes réglementaires, qui est dite la loi des droits des patients et qui a inversé une perspective précédente où c'était le professionnel de santé, le médecin, qui décidait de la prise en charge en accord avec son patient. Et après la loi du 4 mars 2002, c'est le patient qui décide de la prise en charge et de l'accompagnement en accord avec son professionnel de santé et son médecin. Donc, cette notion de partenariat de soins pour souligner que la juste prescription, c'est un équilibre entre la vision ou l'approche des professionnels et des patients. Alors là, on était plutôt, je dirais, sur une approche éthique de la relation soignant-soigné. On peut... Et je suis en santé publique, donc mon approche est plutôt une approche collective de la santé et de l'amélioration de la santé. Et dans cette approche collective de la santé et de l'amélioration de la santé, il y a bien sûr une réflexion sur l'équilibre qu'il peut y avoir dans la prescription entre une prescription qui est plutôt essentiellement tournée vers des soins curatifs ou une prescription qui puisse éventuellement porter une dimension préventive, voire promotion de la santé. Et nous avons aujourd'hui, dans les discours de nos décideurs et gouvernants successifs depuis un certain nombre d'années, affiché une priorité prévention. Donc la juste prescription, c'est peut-être aussi une réflexion sur la place respective du curatif et du préventif. Sachant que, puisque nous sommes dans une planète dont les ressources sont limitées, mais Oriane reviendra peut-être aussi sur ce sujet tout à l'heure, puisque nous sommes sur une planète avec des ressources limitées, les ressources sont rares, et donc ce que l'on utilise dans le curatif ne sera peut-être pas des ressources disponibles pour le préventif. C'est ce que nos amis anglo-saxons appellent l'opportunité et le coût d'opportunité. Ce que l'on dépense dans un domaine, on ne le dépensera pas dans un autre domaine. Donc la question de l'équilibre entre une approche préventive et curative est bien sûr un enjeu fondamental de notre système de santé. Et cette question de l'équilibre entre le préventif et le curatif peut nous amener sur d'autres principes éthiques que ceux que j'ai cités tout à l'heure, et qui sont des principes éthiques plutôt interrogés dans le champ de la santé publique, ou en tout cas d'une approche collective, qui est la question de l'utilité. Alors, bien sûr que l'éthique biomédicale, les 4 principes que j'ai cités tout à l'heure, font une grande place à l'utilité, mais au sens de l'utilité dans la relation soignant-soigné. Là, il s'agit plutôt d'une utilité au sens collectif pour l'ensemble de la population. De trouver un équilibre entre le préventif et le curatif dans nos prescriptions. Ce qui m'amène, pour aller encore un peu plus loin dans cette approche plus santé publique de l'éthique en santé, à une approche qui renvoie à une forme de responsabilité collective. Et il ne vous a pas échappé, je pense, que ces dernières années, on a fait une grande place à une notion qui est la responsabilité populationnelle. D'ailleurs, les exercices de santé dans lesquels collectivement nous vous plaçons, en tant que professionnels de santé, dans l'organisation de notre système de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, centres de santé, communautés professionnelles de territoire de santé, groupements hospitaliers de territoire, tout ceci renvoie à une tentative des pouvoirs publics à nous amener dans une forme de responsabilité populationnelle. Pour, bien sûr, interroger vos activités en tant que soignants vis-à-vis de cette approche responsabilité populationnelle. Alors, cette responsabilité populationnelle, elle a une dimension économique. On ne va pas se mentir.
Elle a une responsabilité économique parce que la question, c'est quelle est la soutenabilité de notre système de santé à l'heure actuelle, avec l'accroissement des besoins de santé d'une population vieillissante, avec la dynamique de la pandémie de maladies chroniques, qui nous amène au-delà de la question de notre efficacité clinique, de l'efficacité dans la pratique quotidienne de nos soins, qui nous interroge sur finalement est-ce que ça vaut la peine de continuer un certain nombre de prises en charge ? Est-ce que la 3e, 4e ligne de chimiothérapie chez un patient qui est atteint d'un cancer de mauvais pronostic avec une qualité de vie qui n'est pas forcément optimale, est-ce qu'il faut aller vers une 5e ligne de chimiothérapie ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Ou est-ce que ça vaut la peine de développer des activités de prévention ? Est-ce qu'on a les moyens ? Donc c'est quelque part un peu aussi la question de l'impact budgétaire collectif. Donc la juste prescription qui vous est demandée est aussi portée par cette dimension de soutenabilité de notre système de santé, c'est-à-dire de solidarité. Parce que l'idée, c'est de pouvoir avoir une forme d'équité et d'égalité quant à l'accès au système de santé pour l'ensemble de la population et de garantir une forme de soutenabilité économique de tout cela. Donc ça renvoie à une approche qui est bien sûr de responsabilité collective et qui renvoie à un principe de solidarité. Est-ce que nous partageons ce principe de solidarité entre nous et est-ce que nous tenons à cette solidarité pour l'ensemble de nos concitoyens ? Et pour terminer, je vais presque être dans les temps, Quentin. Et pour terminer, dans ces dimensions éthiques que nous avons vues au travers des principes de l'éthique médicale et biomédicale, que j'ai tenté d'élargir au travers d'une notion de principe éthique d'utilité collective et de solidarité collective. Peut-être un dernier point que Quentin a introduit tout à l'heure en préambule de cet échange, c'est celui du bien commun. Nous avons un bien commun. Et ce bien commun, il est celui de la planète, et donc ça interroge au travers du réchauffement climatique qui est celui que nous connaissons aujourd'hui et qui va s'accentuer dans les années à venir. Ce bien commun, quelle est notre part de responsabilité dans le champ du système de santé pour participer à la préservation de ce bien commun ? Et c'est également, mais vous l'avez abordé, je pense, au cours de ce congrès à d'autres moments, la question d'une approche de la santé qui n'est pas juste une approche de la santé des êtres humains, mais qui est une approche de la santé des êtres humains en lien avec la santé animale et en lien avec la santé de l'environnement. Donc, la prise de conscience de ce lien entre ces différentes dimensions de la santé humaine, animale et environnementale, le concept d'une seule santé, renvoie à cette notion de préservation d'un bien commun dans son interaction. Voilà ce que je voulais peut-être mettre en cadre général, en amont de la prise de parole de Jean-Pascal et d'Oriane qui vont me succéder. Merci à vous. Merci beaucoup Emmanuel pour cette analyse médico-économique afin que nos prescriptions soient non seulement efficaces mais aussi responsables. Nous allons ensuite écouter Jean-Pascal. Il va nous montrer comment réduire les prescriptions potentiellement inappropriées tout en garantissant la qualité des soins. Merci Quentin, merci Emmanuel pour ces mots d'introduction et puis merci aussi à l'ISNAR de m'avoir proposé de venir aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'avoir cette opportunité. Donc, je suis Jean-Pascal Fournier, je suis médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle à Nantes et je suis aussi enseignant-chercheur au département de médecine générale de Nantes Université dans l'unité de recherche PORPS qui travaille justement à évaluer les missions de prévention en soins de premier recours et notamment quaternaires, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Emmanuel. J'ai noté que j'ai pas de conflit ni de lien d'intérêt en fait fameux. En fait, mon principal lien d'intérêt, c'est que la déprescription, c'est mon axe de recherche depuis quelques années maintenant, mon axe d'enseignement aussi, donc ça justifie un petit peu en partie ma présence avec vous aujourd'hui. Alors,
Je vais parler de déprescription et je vais rebondir un petit peu, je vais essayer de rebondir sur les propos d'Emmanuel. Il faut qu'on revienne un petit peu sur un historique parce que, pour préciser ce que c'est que la déprescription. J'ai entendu Emmanuel utiliser les mots de prescription juste, de prescription pertinente. Moi, je vais essayer de travailler un petit peu autour des prescriptions plutôt appropriées et inappropriées. Et puis finalement, on parle dans cette session de juste soin, de bon usage des médicaments, de prescription raisonnée. Certains parleraient même de sobriété médicamenteuse. Donc on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on garderait ce terme de déprescription qui est un peu moche. On pourrait considérer que finalement en 2025, si les choses tournaient vraiment rond, on n'aurait pas besoin de déprescrire, pas plus qu'on aurait besoin de décroître. Alors, ce concept de déprescription, si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, il a été pour la première fois utilisé par des collègues à l'étranger, notamment un gériatre australien qui est Michael Woodward, à travers un premier éditorial il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que Cocorico, Patrice Queneau, en 2004, utilisait lui aussi le terme de déprescrire, alors avec un tiret qui lui avait été imposé à l'époque par les éditeurs de la revue, et il nous disait que dans un éditorial assez intéressant que la thérapeutique c'était aussi la science et l'art de déprescrire. Alors n'en déplaise à Patrice, la déprescription n'a jamais été élevée au rang d'art majeur, mais petit à petit ça a gagné les différentes strates à la fois parmi les chercheurs, mais dans la communauté plus générale, et on retrouve même dans les médias grand public des descriptifs qui touchent à la déprescription, avec parfois certains concepts qui sont un peu erronés, puisqu'on pourrait aller vers un raccourci qui dirait que déprescrire, ce serait juste rayer les prescriptions. Or, déprescrire, c'est un peu plus que ça, on va essayer de voir ça ensemble. Du coup, il faut proposer une définition à ce qu'est la déprescription. Et là encore, c'est des chercheurs australiens, et notamment Emily Reeve et son équipe, qui, à travers une revue systématique de littérature, ont proposé la première définition consensuelle du concept. Il a fallu une douzaine d'années déjà pour aboutir à ça. Et comme souvent dans les définitions, chaque mot, chaque concept est important. Ce que vous pourrez retenir aujourd'hui, c'est que la déprescription, c'est bien un processus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. On est vraiment dans une dynamique. Ce processus, il a pour but le retrait d'un médicament qui a été identifié comme inapproprié. Je vous avais dit, c'est un qualificatif qui me semble important. Donc il y a eu un travail au début pour identifier ce médicament. Ce processus, il est supervisé par un professionnel de santé. Et en ça, ça permet un peu de le différencier des problèmes d'inobservance. Ce processus, il a un but, c'est celui de gérer la polymédication. Et il a un autre but, c'est d'améliorer les résultats, c'est-à-dire qu'on va juger de l'efficacité de ce processus à travers différents critères de jugement, au-delà du simple fait de savoir si le médicament a disparu, oui ou non, de l'ordonnance. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut qu'on comprenne un peu mieux ce qu'il y a dans ce processus. Alors, il y a plusieurs cadres conceptuels qui ont été proposés, et Woodward, parmi les premiers, en avait proposé un, et il a été adapté récemment par encore des chercheurs australiens, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai choisi ce cadre-là parce qu'il est intéressant, c'est qu'il traite uniquement des activités de médecine générale en rapport avec la déprescription. Et donc, Emiko et son équipe, là aussi, ont fait une revue de littérature pour savoir tout ce qui avait été écrit sur la déprescription en médecine générale, et ils ont proposé d'adapter les principes de Woodward en 5 étapes. Le premier, c'est de réaliser un bilan de médication. Le second, c'est d'identifier les médicaments à cibler pour l'arrêt. Le troisième, de planifier une modalité de déprescription. Quatrième étape, de planifier avec le patient et les soignants. 5, de réévaluer fréquemment et de soutenir. Ça, c'était les principes de base de Woodward. Et ce qui était intéressant dans cette revue de littérature, c'est qu'elles ont identifié 2 autres principes. Celui de fournir un retour aux professionnels de santé et le principe 0, qui était d'engager les professionnels de santé dans la déprescription à travers des interventions d'éducation. Et donc, ce qui est intéressant aussi quand on regarde ce cercle un petit peu vertueux, c'est que finalement, à aucun moment on n'est représenté l'arrêt du médicament. Et si on voulait le forcer un peu dans ce modèle, il interviendrait ici finalement, une fois qu'on a planifié, on va interrompre le médicament ciblé. Alors je vais vous proposer qu'on décline ensemble ces principes un à un. Principe 1, réaliser un bilan de médication. C'est quelque chose normalement qui vous est connu puisque vous avez travaillé pendant vos études à ça. Il y a plusieurs méthodes qui sont proposées. On a des campagnes à l'étranger qui s'appellent celui du sac en papier où en fait on propose aux patients
de prendre tout ce qu'il y a dans sa boîte à pharmacie, de le mettre dans un sac à papier et de l'amener à la pharmacie. Ça permet en fait de voir notamment tous les médicaments qui sont utilisés en automédication, alors qu'ils datent d'autres prescriptions, voire qui sont utilisés par le patient alors que c'est son compagnon ou sa compagne qui l'a sur sa prescription. On peut le faire de façon beaucoup plus standardisée à travers un bilan de médication qui est fait soit à l'hôpital, soit en officine. Emmanuel vous a parlé des nouvelles conventions pour les médecins. Il faut bien noter que dans la convention pour les pharmaciens d'officine, cette année, le bilan de médication a été réévalué. On peut espérer que du coup, on pourra l'utiliser beaucoup plus en soins de premier recours. La deuxième étape est souvent intégrée au bilan de médication, c'est celui d'identifier les médicaments à cibler pour l'arrêt. Là aussi, j'ai pas trop d'inquiétude puisque vous avez été quand même pas mal formés dans vos études à utiliser des outils pour les cibler. Alors, on différencie deux approches. Soit l'approche explicite, c'est-à-dire celle qui va utiliser des outils assez normés pour identifier les médicaments. Alors, si vous êtes plutôt branché international, vous avez dû entendre parler des critères de Beers. Si vous êtes franco-français, vous avez dû entendre parler des critères de Laroche, qui s'appellent maintenant les critères Remedies. On a parlé de underuse ou d'overuse tout à l'heure, donc vous pouvez aussi choisir d'utiliser les outils Stop Start. Et puis pour ceux qui sont vraiment des pharmacologues chevronnés, vous travaillez peut-être avec des échelles de charge anticholinergique. En tout cas, peu importe la manière, seul le résultat compte. Ces outils-là vous permettront toujours d'identifier des médicaments inappropriés. Et puis quand même, bien souvent, vous allez utiliser l'approche implicite, c'est-à-dire celle qui est basée sur votre expérience, celle qui est basée sur l'expérience de vos modèles de rôle, de façon à identifier assez aisément des médicaments ciblés pour l'arrêt. En fait, dans la littérature, on ne sait pas ce qui est le plus performant entre les deux. Donc là encore, choisissez avec ce qui vous est le plus confortable et celui pour lequel votre expérience vous apporte le plus. Principe 3, planifier une modalité des prescriptions. C'est peut-être là que les choses se gâtent un petit peu pour nous, c'est-à-dire que parfois on se dit « Ok, maintenant, comment je fais ?» Là aussi, il y a deux approches. L'approche générique voudrait qu'il y ait quelques principes de base à considérer. La littérature est vraiment assez consensuelle là-dessus. On va retirer en premier les médicaments qui sont non utilisés, tout simplement parce que le problème est résolu. Si le patient lui-même a jugé qu'il n'avait pas besoin ou qu'il ne souhaitait pas utiliser un médicament, c'est beaucoup plus simple de le déprescrire. Deuxième principe, c'est de choisir de retirer les médicaments qui sont urgents à cesser, ceux qui sont vraiment dangereux à court terme. Troisième principe, c'est de se baser sur les préférences du patient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié peut-être un ou plusieurs médicaments à cesser, eh bien on va commencer par celui que le patient souhaite arrêter. On va le voir tout à l'heure, l'engagement des patients, c'est un principe prioritaire dans le processus de déprescription. Et puis, quatrième principe, c'est de déprescrire ceux qui sont faciles à cesser, c'est-à-dire ceux qui ont le moins d'effets rebonds, le moins d'effets de sevrage. On pourra parler tout à l'heure notamment des inhibiteurs de la pompe à protons. Un grand principe veut également qu'il faut retirer un seul médicament à la fois afin de pouvoir monitorer l'effet de cet arrêt et de pouvoir l'associer à l'arrêt d'un médicament et pas de plusieurs et pas d'être perdu sur les éventuels symptômes après arrêt. Et là aussi, on va utiliser des principes de pharmacologie assez basiques, des pharmacologies de comptoir. C'est en cas de doute, vous pourrez toujours diminuer les doses le plus progressivement possible. Finalement, sur des médicaments qui sont pris depuis des années, il n'y a pas d'urgence à déprescrire. Vous avez le droit de faire un schéma de décroissance qui n'est pas forcément rationnel tant que vous allez accompagner le patient dans ce processus-là. Et puis, Emmanuel l'a dit, toujours considérer une approche non médicamenteuse ou un autre choix plus sûr. Oriane va vous en parler tout à l'heure, mais je vous glisserai quand même quelques trucs autour de la gestion de l'insomnie, autour de la gestion des reflux gastro-œsophagiens. Une fois qu'on a donné ces principes de base, parfois, pourtant, on est un peu coincé et on aimerait bien aller plus loin. Et donc, il y a des outils qui existent. On est dans une session boîte à outils. Je vais vous en reparler tout à l'heure, mais notamment, le consortium deprescribing.org produit des outils à destination des professionnels de santé pour les accompagner dans la déprescription. Ils proposent des algorithmes qui sont extrêmement détaillés, extrêmement complets, peut-être un petit peu trop. On pourrait juger que ces algorithmes sont un peu chargés. Je vous laisserai juger de ça. Et ils en ont proposé plusieurs. Donc là, celui que je vous ai présenté, c'est celui sur l'arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons. Et je vous ai mis en parallèle celui qui est proposé récemment par la Haute Autorité de Santé.
si vous voulez comparer, on va pouvoir conclure assez aisément que l'algorithme de deprescribing.org est un peu plus engageant et il est un peu plus fourni. Il vous donnera sans doute plus de billes pour accompagner les patients dans cette planification de la déprescription. Principe numéro 4, sans doute un des plus importants, c'est de planifier avec le patient et les soignants, leur entourage, c'est-à-dire d'engager les patients dans la déprescription. Parce que oui, en effet, je vais vous demander de déconstruire l'idée que les patients ne sont pas prêts à voir leur nombre de lignes d'ordonnance diminuer, puisque la littérature s'accorde à dire que 3 patients sur 4 sont prêts à s'engager dans le processus de déprescription. Oui, mais à une condition, si leur médecin est d'accord. Ça semble un peu contre-intuitif, à un moment où on se dit qu'on va essayer de préserver l'autonomie des patients, mais finalement là-dessus, c'est là où j'ai apprécié l'introduction autour de l'étymologie de prescription, et donc du coup de déprescription, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui date un peu en termes de modèle, et donc du coup, il faut garder ça en tête au moment où vous voulez mettre en place cette déprescription, c'est que vous avez un rôle, c'est à vous de l'enclencher. Et finalement, appuyez-vous sur les principes de décision médicale partagée, puisque la déprescription, c'est vraiment ça. Donc vous allez prendre le temps d'engager la discussion avec les patients pour explorer leurs préférences, leurs choix, leurs croyances vis-à-vis du médicament, de façon à travailler à les déconstruire pour les engager le plus possible dans ce processus. Et pour cela, il y a 2 types d'outils qui vous seront utiles. Et bien, tout d'abord, c'est les outils communicationnels. On a des auteurs qui ont travaillé sur différentes accroches de la consultation des prescriptions. Et là aussi, c'est assez contre-intuitif. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé à la lecture de ces travaux-là. C'est que ce qu'ils proposent et ce qui semble être le plus productif de changement, c'est de travailler sur l'abord des risques. Souvent, on dit que la peur, c'est un mauvais moteur de changement. Et là, finalement, aborder les risques, ça semblerait être assez intéressant pour engager les patients dans la déprescription. Un exemple de phrase que vous pourrez réutiliser demain, lundi en stage, c'est de dire, compte tenu de votre âge et de vos autres problèmes de santé, je crains que vous ne couriez un risque accru d'effets secondaires de ce médicament. Alors, on parle bien d'effets secondaires, on va éviter le jargon d'effets indésirables, d'événements indésirables. Il va falloir que les mots que vous choisissiez soient utiles, intelligibles pour les patients. Donc, vous trouverez dans la suite de cette boîte à outils des outils pour justement trouver des phrases d'accroche qui vont permettre d'être plus confortables. Et le deuxième outil que vous pouvez utiliser, c'est les outils d'aide à la décision pour les patients. Et là encore, en fin de boîte à outils, je vous montrerai où les trouver, mais on a de nombreux documents d'éducation des patients qui leur permettent justement de travailler en amont de la consultation des prescriptions sur l'identification de les freins et de leurs leviers à s'engager dans le processus de déprescription. 5e principe, je vous l'ai dit, c'est pas juste rayer une ligne d'ordonnance, c'est aussi poursuivre dans cette dynamique ce processus en réévaluant fréquemment et soutenant les patients. Alors, il va falloir vous accrocher puisque finalement, il y a différents critères de jugement à suivre et à monitorer dans ce processus de prescription. Il y a bien sûr le maintien de l'arrêt ou l'éventuelle reprise de médicaments. Il y a différents critères cliniques en fonction du médicament que vous stoppez. Et si vous stoppez un inhibiteur de la pompe à protons, forcément, il va falloir s'intéresser aux symptômes digestifs. Si vous stoppez une benzodiazépine ou un hypnotique, vous allez travailler sur le contrôle des symptômes d'anxiété, le sommeil, les éventuels syndromes de sevrage. Parfois, il y aura des critères biologiques. Quand on déprescrit une statine, on pourra s'appuyer éventuellement sur les bilans lipidiques. Quand on déprescrit un hypouricémiant, forcément, on pourra regarder l'effet biologique sur l'uricémie. Et puis, il y a les critères autodéclarés, puisque là aussi, on va se centrer sur le soin des patients. Tout un tas d'échelles qui vous permettent de les contrôler. Et puis, on a parlé aussi coût-efficacité tout à l'heure. Je l'avais mis entre parenthèses, puisque finalement, c'est un problème assez délicat à évaluer. Les médicaments qu'on va déprescrire coûtent très peu à la société. Et donc, forcément, si on fait des études de coût-efficacité sur des interventions qui elles-mêmes coûtent très peu cher, c'est ce qu'on appelle le double zéro. C'est extrêmement difficile d'évaluer qu'il y a un gain de coût-efficacité parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de gains ni sur la qualité de vie, ni sur les coûts. Et puis, je ne vous ai pas mis là un gain environnemental. Si on se place un petit peu sur une version sociétale de la déprescription, on pourrait considérer uniquement les coûts. Là aussi, les médicaments qu'on déprescrit, leur coût environnemental, il est difficile à évaluer et c'est sans doute pas forcément ceux qui sont prioritaires, mais là aussi, Oriane va nous en reparler tout à l'heure.
Et puis bien souvent, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études qui nous permettent de répondre facilement à ces critères-là, puisqu'elles sont largement sous-dimensionnées en termes de population. Alors il y a de nombreuses équipes qui travaillent, donc je vous promets, d'ici 4-5 ans, je reviendrai et je vous montrerai un peu plus avec des critères objectifs de quelle façon votre déprescription est utile à la fois pour les individus et pour la société. Et donc je vous avais dit qu'il y avait 2 principes qui ont été rajoutés. Le principe 0, c'est celui d'engager les professionnels à travers des actions d'éducation. Finalement, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, donc à nouveau merci à l'ISNAR. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent aussi engager leur maître de stage dans les processus de prescription, il y a des actions de développement professionnel continu qui sont proposées annuellement. Il y avait une session cette année au Congrès national du CNGE, un atelier sur la déprescription qui a été rapidement complet. Il y a des départements de médecine générale qui proposent des formations. Cocorico, on en fait une à Nantes s'il y a des Nantais dans la salle. Et puis en mars prochain, il y a l'Omédie de Grand Est qui propose un premier colloque sur la déprescription. J'y serai à nouveau, donc si vous n'avez pas écouté tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, vous pouvez revenir, comme ça vous fera une petite piqûre de rappel. Et quant au principe, voilà, donc c'était important pour moi de revoir tout ça, mais finalement, je ne réponds pas tout à fait à la thématique de la session, qui était censée être une boîte à outils, et je pourrais comprendre que certains d'entre vous puissent être frustrés, donc j'ai choisi de passer rapidement, parce qu'il me reste encore un petit peu de temps, n'est-ce pas, Quentin? Ouais, c'est bon. Sur trois ressources que vous pourrez utiliser quand vous prendrez un peu le temps de vous pencher un peu plus sur la problématique. Le premier, c'est une initiative canadienne qui s'appelle Mieux dormir, en anglais Sleep Well. C'est un consortium d'universitaires, psychiatres, spécialistes du sommeil et acteurs de santé publique qui travaillent à proposer des ressources autour du mieux dormir, autour des thérapies cognitivo-comportementales de l'insomnie et comment elles participent à la déprescription des hypnotiques. Finalement, on a parlé de proposer des alternatives non médicamenteuses et la TCCI, c'est un outil extrêmement puissant dans la gestion des troubles du sommeil et ce, quel que soit l'âge, quelles que soient les pathologies de santé mentale. Et donc, on va proposer la TCCI à des patients en parallèle d'une déprescription des benzodiazépines. Alors, la TCCI, je ne vais pas vous refaire un cours sur la TCC, ce serait peut-être un petit peu long, mais c'est des outils de TCC qui sont spécifiquement adaptés aux troubles du sommeil. Et donc, on va travailler sur le contrôle de stimulus, que certains appelleraient des règles hygiéno-diététiques du sommeil, et puis on va travailler aussi sur la restriction de sommeil. Ce sont 2 axes extrêmement puissants qui permettent aux patients par eux-mêmes de s'engager dans différents changements de pratiques vis-à-vis du sommeil. On va déconstruire les idées reçues et on va changer les comportements contre-productifs. Typiquement, cette anxiété de dire il faut que je me couche, il faut que je dorme, sinon je vais être fatigué demain, qui est une idée contre-intuitive et qui va amener à une déstructuration du sommeil. C'est un petit peu comme si je vous disais, surtout ne pensez pas à un gorille en tutu. Immédiatement, dans votre tête, vous avez un gorille en tutu qui apparaît. Donc on va essayer de travailler un peu sur ces idées-là, on va travailler sur des changements de pratique, et ça va permettre aux patients eux-mêmes de diminuer, de décroître progressivement leur benzodiazépine. Alors ceux qui sont vraiment les plus curieux, je vous invite à aller lire cet article qui est publié récemment. Ils ont proposé, via des campagnes de presse télévisuelle et radio, de dire si vous avez un trouble du sommeil, contactez-nous, on va vous envoyer un cahier de TCCI, un agenda de sommeil, et vous allez pouvoir vous-même vous débarrasser de vos benzodiazépines. Tenez-vous bien, pour 5 livrets envoyés, il y avait un patient qui avait totalement arrêté ses benzodiazépines. Et ce, sans même l'intervention d'un professionnel de santé. Donc là où ça devient intéressant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la déprescription, c'était un processus qui était supervisé par un professionnel de santé. Et là, dans cette initiative-là, on arrive à montrer que les patients sont suffisamment autonomes eux-mêmes pour gérer leur sommeil sans médicaments, sans professionnel de santé. Pour aller voir notamment le témoignage de Georges Marcoux, qui est un type fantastique et dont la petite vidéo de Père Aidance est assez illustrative des gains à déprescrire les hypnotiques. Deuxième boîte à outils, l'Omédie de Grand Est, je vous en ai parlé tout à l'heure, adapte un peu les outils internationaux dans un contexte français. Vous allez pouvoir revoir des grands principes de déprescription. Il propose également, de façon assez intéressante, là aussi des outils communicationnels sur comment communiquer avec le patient au sujet de la déprescription médicamenteuse. Et vous pourrez voir une courte vidéo qui modélise une consultation médicale. Alors cette fois-ci autour de la prescription des IPP, vous allez y voir les éléments de langage que vous allez pouvoir réutiliser vous-même en consultation et des choix de méthodologie pour l'arrêt progressif des inhibiteurs de la pompe à protons. Et puis
Hop, eh bien, il manquait une diapo, mais c'est pas grave. A disparu la diapo sur l'initiative deprescribing.org. Je vous ai dit que la déprescription, c'était souvent à l'étranger et très souvent au Canada. Donc, si vous voulez aller rapidement noter ça dans vos téléphones ou sur vos carnets, deprescribing.org, c'est une initiative canadienne et vous allez retrouver là-bas également du matériel à destination des professionnels de santé. Les algorithmes, ils viennent de là-bas. Du matériel à destination des patients avec des vidéos de pérédance, mais également des documents d'aide, d'éducation des patients, et ce pour un ensemble de médicaments. Je vous ai parlé des IPP, les hypnotiques apparentés, mais il y a aussi des documents sur les opioïdes et sur les gabapentinoïdes. Quel que soit votre cheval de bataille, vous allez trouver de quoi travailler. Donc là aussi, je vous invite vraiment à vous plonger dans ces ressources. C'est ce qui va vous aider lundi à engager des changements de pratique pour vous, au bénéfice des patients, et puis peut-être même un peu contaminer vos maîtres de stage. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais remercier aussi Jérôme Nguyen-Sonnen et Thomas Morel, qui sont 2 doctorants de l'équipe et qui participent à l'ensemble des évaluations de nos interventions de déprescription. Merci sincèrement. Merci beaucoup Jean-Pascal pour cette analyse détaillée sur au final comment déprescrire, parce qu'on ne le sait pas. Vous allez maintenant accueillir Dr Oriane Moulinier, qui va revenir avec nous sur l'impact environnemental de nos pratiques médicales. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'ai aucun lien d'intérêt particulier, à part que je suis bénévole dans une association qui s'appelle l'Alliance Santé Planétaire. Voilà, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un lien d'intérêt, mais voilà. Pour revenir à la base de tout ça, c'est qu'est-ce qui fait vraiment notre santé aujourd'hui ? En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs sur lesquels on n'a aucun impact. C'est notre sexe, notre âge et toute notre génétique. Il y a nos choix de vie, ce qu'on décide de manger, comment on décide de bouger. Et il y a aussi toutes les conditions socio-économiques qui nous entourent et dont l'environnement aussi qui nous entoure. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important dans notre santé de manière générale. Donc vraiment dans la vision de la santé plus globale. Et vous voyez, la génétique qu'on recherche quasiment systématiquement dans nos consultations, c'est pas du tout ce qui a le plus d'impact dans notre santé, c'est vraiment tous les facteurs socio-économiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans nos consultations et vraiment questionner les gens sur leur mode de vie et leur choix aussi par rapport à ces facteurs-là. Pourquoi il n'y a aucune couleur sur mon diapo ? Le système de soins. En gros, ce que disait Quentin en introduction, le Shift Project, il a fait l'impact carbone du système de soins en France sur l'empreinte carbone donc, du système de soins français. Et vraiment, ce qui ressort le plus, c'est nos prescriptions avec les achats de médicaments et les achats de dispositifs médicaux. Plus de 50%, c'est énorme. Pour vous montrer un peu, là, si vous regardez, les déchets, c'est à peu près 2% de l'empreinte carbone et c'est vraiment le truc qui est le plus visible, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais vraiment, nos prescriptions, c'est ce qui est le plus important. Et donc, c'est pour ça que déprescrire, comme ce qu'on vient de voir, c'est hyper, hyper important. Déprescrire ou ne pas prescrire, d'ailleurs. Nos prescriptions, elles ont également un impact sur la biodiversité, donc sur notre environnement, sur les choses qui nous entourent, avec des effets plus ou moins connus. C'est difficile d'évaluer. Les plus connus, c'est l'impact des œstrogènes, notamment dans les rivières, qui entraînent une féminisation des poissons et des amphibiens. L'ivermectine, qui est vraiment beaucoup utilisé en médecine vétérinaire et qui décime les bousiers, ces petits insectes qui s'occupent des bouses de nos animaux. Et les anti-inflammatoires qui entraînent une mortalité, notamment au niveau des vautours, donc tous ces charognards qui permettent de faire disparaître les carcasses. Et en fait, s'il n'y a plus rien pour les manger, ces carcasses, ça peut diffuser des maladies. Notre eau également est extrêmement polluée par les médicaments qu'on prescrit, notamment les antibiotiques, le paracétamol, les anti-inflammatoires, qui sont quand même des médicaments qu'on a tendance à prescrire assez régulièrement. Pourquoi c'est à nous, professionnels de santé, de se saisir de la question ? Tout simplement parce que les gens nous font confiance. On fait partie des les quatrièmes dans ce graphisme-là, où les gens nous font le plus confiance. Donc en fait, notre parole a vraiment un impact, elle est vraiment écoutée, et c'est pour ça que ça vaut le coup de parler avec eux de tout cela. Et en plus, si on touche les membres de la famille, c'est la troisième qui sont les plus écoutés, et donc ça permet de diffuser l'information également. L'approche santé planétaire et l'approche par les co-bénéfices, qu'est-ce que c'est que la santé planétaire ? Ça peut paraître vraiment un concept un peu global. Effectivement, ce qui est important de se comprendre, c'est que c'est vraiment un domaine médical qui est fondé sur les preuves, c'est pas quelque chose d'ésotérique, d'accord ?
Et l'objectif, c'est de montrer les liens entre les modifications de nos écosystèmes à cause de nos activités humaines et les conséquences que ça a sur notre santé, mais aussi sur la santé de notre environnement, c'est-à-dire la santé animale et la santé végétale. Et l'objectif de la santé planétaire, c'est vraiment de chercher des solutions pour contribuer à un monde plus équitable, plus durable et plus sain. L'approche éco-bénéfice, c'est une approche qui est assez simple à comprendre. En fait, l'idée, c'est de trouver des actions qui sont non seulement bonnes pour notre santé à nous, mais également pour la santé de notre environnement. Et avec le cercle vicieux qui peut s'en générer ensuite, si notre environnement se porte mieux, et bien notre santé aussi se portera mieux. On va commencer par la pollution de l'air extérieur, qui a beaucoup d'impact sur la santé. D'accord, c'est quasiment 50 000 décès prématurés en France chaque année. Les symptômes, ils sont divers et variés. Ça se ressent pas mal en phase de pic de pollution. Ça ressemble beaucoup à des pics plutôt allergiques, comme les symptômes d'allergie, avec des symptômes irritatifs. Mais ça entraîne aussi pas mal des décompensations, notamment de maladies respiratoires, l'asthme, la BPCO. Tout ce qui est infection, là, si vous pouvez regarder les épidémies de grippe actuelles, elles sont très corrélées avec des pics de pollution. Et ça a également un impact sur notre santé cardiovasculaire, entre autres, avec des pics d'infarctus, des pics d'AVC lors des pics de pollution. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi elle me parle de pollution de l'air? C'est pas vraiment nous qui pouvons agir là-dessus. En fait, si, parce que par le biais de questionner nos patients, mais comment vous vous déplacez en fait? C'est quoi votre quotidien? L'idée, c'est pas de faire changer les gens qui prennent la voiture pour aller bosser tous les jours à 25 km. Ça, c'est pas les gens c'est pas notre cœur de cible. Là, vous voyez, les gens, comment ils se déplacent. En fait, il y a quasiment 50% des gens qui prennent la voiture pour faire moins d'1 kilomètre. C'est énorme. Donc, déjà, juste modifier sur ces petits trajets-là les habitudes, et ça va nous permettre non seulement de lutter contre la pollution de l'air, mais également de lutter contre la sédentarité. D'accord? Donc, vraiment, juste poser des questions aux gens, mais comment vous bougez, comment vous allez chercher vos enfants, qu'est-ce que vous faites, et pour pouvoir discuter avec eux là-dessus. L'activité physique, c'est quelque chose qui est... on en parle, on a envie que les gens se mettent au sport, mais en fait, les gens, ils n'ont pas forcément le temps de se mettre au sport. Et le fait d'introduire dans leur quotidien des petits moments d'activité physique, juste de marche, parfois, ça marche mieux que vraiment les convaincre d'aller faire 2 heures de sport par semaine. Au niveau de l'alimentation, c'est vraiment un des leviers majeurs d'action, que ce soit pour moins prescrire ou pour la santé et pour l'environnement. C'est un sujet qui est assez peu abordé finalement pendant les études médicales, à part les fameuses règles hygiéno-diététiques. Qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là? Le régime méditerranéen, ok, qu'est-ce que c'est vraiment en pratique? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Et c'est un sujet qui est assez compliqué aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont diverses et variées. Il y a beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup de régimes, il y a tout un business quand même de l'alimentation. Et donc moi, j'ai plutôt choisi de vous présenter plutôt une approche plutôt assez scientifique de l'alimentation, avec les résultats notamment d'une étude Nutrinet Santé, qui est une cohorte française qui est super intéressante. C'est écrit en français si vous voulez aller lire les résultats, et qui font un gros travail sur l'alimentation. Ça, c'est pour vous donner un peu une idée du régime divers et variés selon là où on vit sur la planète. En vert, c'est l'Europe, en jaune, c'est l'Amérique du Nord. Et en bas à gauche, vous voyez, c'est le 100%, c'est la ligne sur laquelle on devrait être pour avoir une alimentation saine pour notre santé, mais aussi durable pour notre environnement. Donc globalement, on explose complètement les scores pour la consommation de viande rouge, de légumes féculents, donc tout ce qui est patates, des œufs, des volailles, d'accord? Et on est clairement en dessous pour tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes, d'accord? Donc juste avoir une notion de ça. Et sur l'impact sur la santé, la viande rouge, ça a un apport de plus de 100 grammes de viande rouge par jour, augmente le risque de diabète, de maladies coronaires, d'hypertension, d'AVC, de cancer colorectaux et probablement aussi de cancer du sein. Donc en fait, c'est que des maladies qu'on voit très fréquemment. Donc finalement, discuter avec les gens, qu'est-ce que vous mangez? Ça peut être une approche aussi là-dessus. La principale crainte d'aborder la question de la viande en consultation, c'est mais docteur, si je mange plus de viande, j'ai plus de protéines ou j'ai plus de fer. Il y a plein d'autres sources là-dessus, et l'idée, c'est pas de nous convaincre du tout nos patients de devenir végétariens, de ne plus manger 1 gramme de viande, c'est de l'évaluer, de diminuer comme un facteur de risque en fait cardiovasculaire, entre autres, la viande. Et il y a un site qui est super bien fait qui s'appelle Je mange végétal et qui présente en fait de manière assez esthétique
toutes les sources végétales de fer, de protéines, mais aussi de tous les minéraux, toutes les vitamines. C'est vraiment, il y a plein de sources dessus et c'est vraiment très bien fait et ça permet d'accompagner les gens là-dedans en leur disant oui, ben vous inquiétez pas, les protéines, vous allez en trouver ailleurs, il y en a là, le fer, vous allez en trouver ailleurs, il y en a là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important d'avoir en notion, d'accord ? C'est pas parce qu'on leur demande des changements des modifications alimentaires, il faut leur donner des solutions, il faut les accompagner là-dedans parce qu'on peut pas juste leur dire ah ben non, faut moins faire ça et puis démerdez-vous quoi. Donc une alimentation plus végétale, ça permettrait de diminuer non seulement le risque cardiovasculaire, de diabète, de cancer, mais également via l'élevage, en diminuant la quantité d'élevage, une baisse de la pollution de nos eaux, de nos sols et une diminution de notre empreinte carbone. D'accord ? Et bien évidemment, 1 kg de lentilles, ça coûte bien moins cher qu'1 kg de viande. Donc, il y aura des économies financières pour les patients. Au niveau de l'alimentation, il y a aussi tout ce qu'on appelle alimentation ultra transformée ou ultra processée. Globalement, pour faire simple, qu'est-ce que ça signifie ? C'est tous les aliments où il y a des additifs dedans qu'on n'aura jamais chez nous. D'accord ? C'est des trucs où il y a marqué sirop de, huile de, édulcorants, colorants, les arômes artificiels, tout ça, c'est des choses qu'on n'aura jamais chez nous, qu'on ne pourra jamais mettre dans notre cuisine. Ben, pour faire simple, c'est ça, un aliment ultra transformé. Plus on a une alimentation ultra transformée, plus on a des risques, plus ça a des risques sur notre santé, notamment pas mal, tout ce qui est émulsifiant qui majore le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer, notamment du sein et de la prostate. Les édulcorants comme l'aspartame, où c'est prouvé que ça augmente le risque de cancer du sein. Donc, convaincre nos patients de passer du Coca rouge au Coca light, ça ne va pas vraiment leur rendre service sur le long terme. Et tout ce qui est nitrite et nitrate, qui ont effectivement également des impacts sur notre santé. Vous voyez, c'est souvent les mêmes pathologies qui reviennent, c'est des maladies ultra fréquentes dans nos sociétés, et donc c'est des choses qu'on peut aborder sous plein d'angles différents avec plein de personnes différentes. L'éco-bénéfice d'avoir une alimentation moins transformée, ils sont nombreux, donc non seulement on améliore notre santé, on pollue moins parce que l'industrie chimique pollue moins et on fait moins d'emballage, moins d'exposition aux perturbateurs endocriniens, on en reviendra un tout petit peu juste après. Et par contre, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que ne pas acheter les produits tout faits, ça veut dire se remettre à la cuisine. Et en fait, il faut tourner ça positivement. Oui, ça prend du temps, mais en fait, ça peut créer du lien social au sein de la famille, ça peut reprendre des habitudes, ressortir les recettes de grand-mère, etc. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est des moments de transmission, des moments de vie en sociabilité et qui peuvent être positifs. D'accord ? Donc après, il faut prendre en compte aussi les limites de nos patients à chaque fois. Pour le bio, c'est quelque chose qui a toujours été assez discuté. Il y a une étude qui a été portée par le projet français Bionutrinet qui a montré quand même un risque réduit, donc en enlevant tous les biais, d'obésité, de diabète de type 2, de cancer, notamment du sein, et de lymphome. Donc ça vaut le coup d'en discuter quand même avec les gens, d'essayer de les convaincre, sachant que là, pour le coup, le niveau financier, ça peut coûter un petit peu plus cher, et donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler avec eux. Les gens, ils sont intéressés, ils ne sont pas contre, mais surtout quand on leur dit que ça a un impact sur leur santé, en fait, ils sont toujours plutôt contents. Donc, pour conclure sur l'alimentation, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une alimentation à dominante végétale, d'accord ? De favoriser plutôt les céréales complètes, de limiter les protéines animales, de préférer les aliments bio et de limiter les aliments ultra transformés. Un petit point assez rapide, parce que je pense qu'il y a eu tout un topo sur les perturbateurs endocriniens, donc il va y en avoir un, je ne sais plus. La pollution chimique, donc via les perturbateurs endocriniens, en gros, c'est des molécules chimiques qui viennent interagir avec notre santé. Là, je vous ai mis que la liste des maladies qui ont été prouvées en lien avec les perturbateurs endocriniens, avec une plausibilité biologique et des études épidémiologiques qui étaient en faveur de ces maladies-là aussi. Donc il y a pas mal de choses, c'est assez varié. La puberté précoce, les malformations utérines, l'endométriose, les problèmes de thyroïde, quelque chose qu'on voit aussi extrêmement fréquemment en consultation, le TDAH, les cancers toujours du sein et prostate qui reviennent, les plus fréquents finalement, et la maladie de Parkinson. Pour faire un bref aparté, il y a une chercheuse, la Lilloise, qui est en train de montrer que pour la puberté précoce, si on diminue l'exposition des petites filles et des petits garçons aux perturbateurs endocriniens pendant 3 mois, la puberté précoce s'arrête. Ce qui est quand même assez motivant pour dire aux gens de changer leurs habitudes et ce qui est quand même beaucoup moins impactant, que ce soit environnementalement ou ne pas prescrire tous les traitements par rapport à la puberté précoce. Donc en fait, ça vaut le coup quand même d'évaluer ça avec eux.
Les sources des perturbateurs endocriniens, je vais pas faire, enfin, c'est super long d'en parler. Donc il y a beaucoup d'informations. Globalement, vous pouvez aller voir des sites qui sont très bien faits. Il y a le site lesperturbateurs-endocriniens-mamaison.com qui est super bien fait, où dessus, ils prennent pièce par pièce de la maison pour aider à faire le tri. Il y a des applications qui peuvent aider à faire le tri. Il y a tout ce qui est aussi label. Donc voilà, mais les 3 principales sources qu'on a, c'est notre alimentation, l'air qu'on respire, notamment chez nous, parce que chez nous, c'est plus pollué qu'à l'extérieur. Donc finalement, ouvrir nos fenêtres, c'est déjà pas mal. Et tout ce qui est cosmétique, d'accord ? Et donc, l'éco-bénéfice de diminuer notre exposition aux perturbateurs endocriniens, ça nous permet une meilleure santé et une meilleure fertilité. Il y a un effet transgénérationnel. Les perturbateurs endocriniens entraînent une modification épigénétique qui se transmet de génération en génération. Donc en fait, c'est quand même important d'en parler. Et c'est pour ça qu'on cible aujourd'hui beaucoup les femmes enceintes par rapport à ce sujet-là. Mais en fait, on peut aussi en parler aux hommes en âge de procréer, parce que leur taux de spermatozoïdes est en chute libre. Ils ont perdu quasiment 50% de leurs spermatozoïdes en 50 ans, ce qui est énorme. Donc en fait, il faut vraiment en parler. Ça peut permettre de bouger là-dessus. Et évidemment, si on consomme moins de produits chimiques, on va moins polluer nos sols. L'exposition à la nature, donc ça aussi pareil, pour moins prescrire ou déprescrire, ça peut vachement nous aider, notamment pour tous nos patients qui sont anxieux, qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a des bénéfices prouvés que marcher dans un environnement naturel diminue l'anxiété, diminue le stress, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement en consultation. On peut en parler, on peut évaluer ça, et bien évidemment, il y a un bénéfice économique net parce que ça coûte strictement rien d'aller marcher dans une forêt, à part des bonnes chaussures. Pour nos prescriptions, pour y revenir, alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui est des prescriptions, évidemment, ne pas prescrire, c'est ce qu'il y a de plus efficace, d'accord ? Après, il y a la juste aux prescriptions. Qu'est-ce qu'on peut prescrire ? L'antibiorésistance, c'est quand même un sujet qui est sur la table depuis pas mal de temps. C'est plus de 5000 morts par an en France, c'est beaucoup. Le chiffre, il est même en augmentation, il est un peu vieux celui-ci. Et l'idée, c'est vraiment de moins prescrire d'antibiotiques, ce qui est toujours un peu galère, parce que pas prescrire d'antibiotiques, ça nous prend plus de temps que de rajouter une ligne sur notre ordonnance. Donc il faut expliquer aux gens pourquoi on n'en prescrit pas, et pourquoi ils n'en ont pas besoin, et pourquoi c'est un virus, et voilà. Pour diminuer aussi l'impact carbone de nos prescriptions, il y a un geste assez simple à mettre en place, c'est remplacer les inhalateurs avec du gaz par des inhalateurs poudre. En fait, dans les inhalateurs gaz, il y a de l'hydrofluorocarbure, donc c'est un gaz avec un très fort effet de serre. Pour vous donner une idée, une bombe de Ventoline, c'est environ entre 200 et 300 km de voiture d'équivalent, donc c'est quand même pas mal, et on a quand même beaucoup de gens qui en consomment. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de préférer tout ce qui est forme disque et tout ce qui est inhalateur poudre sèche, d'accord ? Ça, pareil, on explique aux gens, on leur dit, et en plus, le deuxième bénéfice à celui-ci, c'est que la poudre est souvent mieux prise parce que les gens la sentent passer, et donc en fait, c'est mieux pris que les trucs avec le gaz, où parfois on ne sait pas trop si on a eu la dose ou pas, et donc c'est bien d'en parler, d'essayer de modifier nos prescriptions pour tendre vers quelque chose qui aura moins d'impact, notamment sur les gaz à effet de serre. Dans nos prescriptions, il y a aussi l'index PBT. L'index PBT, c'est un index qui a été mis en place en Suède, alors qui est un petit peu vieux, qui date de 2013, et qui évalue en fait la persistance, la bioaccumulation et la toxicité des molécules actives qu'on prescrit. Et ça montre que en fait, l'idée, c'est à équivalence d'efficacité de préférer le traitement qui aura le moins d'impact sur notre environnement. D'accord ? Donc on parlait des IPP tout à l'heure. Par exemple, préférer l'oméprazole au rabéprazole, ça a moins d'impact. Préférer l'ibuprofène au diclofénac, ça a moins d'impact. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça qui montrent que ça a moins d'impact. Ça n'a pas été fait pour toutes les molécules. C'est un index qui mériterait d'être mis à jour. C'est des données qui sont assez difficiles à récolter, vraiment l'impact sur l'environnement. Mais en tout cas, c'est un travail qui a été fait en Suède à ce moment-là et qui peut-être vaut le coup pour jeter un œil dessus. Mais bien sûr, le mieux, c'est de ne pas prescrire du tout. Et pour moins prescrire, l'idée, c'est qu'on donne quand même des solutions aux gens. Si on leur dit, non, on ne vous donnera pas ça, ça ne sert à rien, démerdez-vous, souffrez, ils ne vont pas être trop contents, quoi. En ce moment, on est en pleine épidémie de symptômes grippaux. Donc, une des solutions faciles, c'est non, les petites fuites pour le nez, c'est vraiment pas très utile. Les lavages de nez, pour faire des gros lavages de nez, donc expliquer aux gens comment faire eux-mêmes leur sérum FI pour qu'ils arrêtent d'acheter des kilos et des kilos de pipettes. Faire eux-mêmes, leur donner des trucs de lavage de nez,
corne de lavage de nez pour qu'ils le fassent eux-mêmes avec leur eau du robinet et leur expliquer qu'en fait ça marche très bien et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de pchit-pchit ou des corticoïdes pour tout ça. Dans les alternatives non médicamenteuses, il y a aussi pour tout ce qui est prise en charge de l'anxiété, du stress, des troubles du sommeil effectivement, avec soit des exercices de respiration qui peuvent très bien fonctionner aussi, notamment la cohérence cardiaque ou la méditation, ça a été prouvé notamment sur l'anxiété. Et il ne faut pas hésiter à se servir du dispositif Mon Soutien Psy qui permet quand même d'avoir 12 séances prises en charge pour faire soit une TCC, soit autre chose pour les accompagner dans leur santé, notamment santé mentale. Et donc mieux prescrire permet d'avoir moins d'effets secondaires, moins de pollution de notre eau, moins de déchets et il y a quand même un bénéfice financier vu que moins on consomme, mieux c'est de manière générale. Je ne ferai pas un point là-dessus parce que je pense que Dr Alice Barras, elle était là hier pour faire un point sur les cabinets éco-responsables. Il y a son livre qui est vraiment très bien fait, qui donne plein d'idées sur comment faire en fait, pour notre cabinet, pour que notre cabinet ait le moins d'impact possible. Donc vous pourrez jeter un œil là-dessus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Juste, je vous ai mis un QR code. Il y a plein de données dedans. Que ce soit des bouquins, des sites, des endroits pour se former, notamment aux perturbateurs endocriniens. Il y a tout un document avec plein d'outils qui peuvent être utiles et donc vous pouvez jeter dessus. Et il y a mon adresse mail si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard. Et évidemment, comme vous voyez, il y a plein de choses qu'il faudrait évaluer scientifiquement et qu'il faudrait voir sur l'impact et sur comment c'est reçu des patients, etc. Donc si vous voulez faire des thèses sur le sujet, je pense que ça peut être toujours intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Oriane, pour ton intervention très claire et qui va vraiment orienter nos pratiques. Cette approche que tu fais des co-bénéfices, c'est également l'approche qui est faite par la COP29 dans son dernier rapport à Bakou. Nous allons maintenant passer à un tour de questions. Est-ce que des gens dans la salle ont réfléchi à des questions ? Bonjour, ça marche. Bonjour, donc je suis ici, je vois que vous cherchez. Donc Lucie Guillet, moi je suis médecin dans la Drôme et j'avais une question pour vous. Vous dites du coup de faire attention aux perturbateurs endocriniens, ça m'intéresse tout particulièrement cette question parce que moi je trouve que les parents qu'on voit en consultation pour leurs enfants ont beaucoup de questions sur les crèmes à mettre à leurs enfants. Et du coup, qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce que moi je me trouve assez démunie parce que les crèmes de pharmacie, elles sont pas top. Et du coup, je ne sais pas trop quoi leur dire. Je donnais du beurre de karité et les allergos m'ont dit non, pas de beurre de karité chez les bébés. Donc finalement, je ne sais plus quoi faire. Alors moi, je n'ai pas de marque particulière à conseiller. Je me sers beaucoup d'une application qui s'appelle INSEE Beauty, qui était sur la diapo, qui eux, ils ont fait un travail. En gros, ils ont cherché les impacts sur la santé et sur l'environnement de chaque crème. Donc ça peut être une idée. Après, chez les tout petits ou les mamans allaitent, en fait, le lait maternel, ça peut marcher sur tout, sur l'acné, sur les croûtes, sur les érythèmes fessiers. Donc ça peut être une alternative assez simple et absolument pas chère. Et autre chose, juste pour revenir un tout petit peu sur les crèmes, en fait, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien, donc il faut vraiment pas hésiter à leur dire de pas changer leurs habitudes, d'aller dans leur supermarché habituel et de scanner tous les produits jusqu'à trouver un produit qui est dans leur corde. Ça ou les labels biocosmétiques, etc. Mais il faut faire super attention aux allégations publicitaires, hein, parce qu'il y a des énormes trucs à marquer baby bio et compagnie. Et en fait, c'est pas du tout. Enfin, il y a 1% de trucs bio, c'est des huiles essentielles qui, donc en plus, le truc est pas bon. Enfin, donc en fait, voilà. Moi, je me sers beaucoup de l'application INSEE Beauty que je trouve bien faite là-dessus. Ok, merci beaucoup. Et j'en profite, j'avais une deuxième question. Les ORL, nous, de l'hôpital, nous ont envoyé une alerte par rapport aux pipettes de sérum Phi. Nous aussi, on conseillait du coup de faire des lavages de nez avec des grandes quantités. Ils nous ont envoyé une alerte en disant que depuis qu'il y avait l'utilisation de ces pipettes avec des grandes quantités et du coup de la force en fait dans le nez des enfants, ils avaient des recrudescences d'otite et d'OMA qu'ils voyaient et de recrudescences de peau des aérateurs transtympaniques. Est-ce que vous avez eu ces alertes aussi chez vous ou c'est que chez nous? Alors, moi, j'ai rien reçu par rapport à ça. Effectivement, il ne faut pas le conseiller aux tout petits. Hein. De mémoire, ce n'est pas avant 4 ou 5 mois. Hein,
les pipettes, après, il faut faire les seringues, et après, il faut peut-être voir avec les parents comment ils font pour niveau force. J'avoue, là-dessus, je ne peux pas vraiment répondre, mais par contre, sur ce qui est l'usage de l'eau du robinet et du sel pour créer du sérum phi, pour le coup, moi, j'ai eu pas mal d'ORL qui m'ont dit que c'était tout à fait OK de faire ça et que pas besoin d'utiliser de l'eau stérile pour aller dans un endroit pas stérile du tout, quoi. Donc, plus par rapport à ça. Mais sur le côté pression des pipettes, j'avoue, je ne saurais pas dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main en avance. Bonjour, j'aurais 2 questions. La première, c'est sur la déprescription. Vous parliez en première étape de réaliser un bilan de médication qui se faisait en hôpital ou en officine. Est-ce que ça se fait aussi chez le médecin généraliste? Est-ce qu'il y a une manière de, je ne sais pas, coter ou déclarer ce bilan? Alors, pas que je sache. Il faut bien garder en tête que quand même l'expert du médicament, ça reste le pharmacien. Ils sont vraiment hyper forts à faire ça. Donc spontanément, j'aurais tendance à dire que le plus simple, c'est quand même de se rapprocher avec son pharmacien d'officine le plus proche, avec qui on travaille, surtout celui dans lequel, à l'officine dans lequel va le patient. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'entrée, on arrive dans quelque chose de collaboratif. Et il faut être plusieurs pour accompagner le patient, parce que finalement, lui, il passe tous les mois à la porte de l'officine pour ses médicaments. Donc je pense que du coup, le proposer via l'officine, c'est sans doute le plus intéressant. Il n'y a pas à l'heure actuelle de cotation spécifique pour un bilan de médication en ville, mais l'année prochaine, enfin la convention médicale, la nouvelle convention, on pourra en dire ce qu'on veut, mais c'est comme le premier texte de loi qui introduit le terme de déprescription dans le texte de loi, à travers 2 aspects pour la médecine générale. Dès cette année, il y a un intéressement à la déprescription des IPP, c'est-à-dire que je crois que c'est 20% des gains estimés sont reversés aux médecins généralistes. Et à partir du 1er janvier de l'année prochaine, il y a une nouvelle cotation qui est une consultation longue pour les patients les plus complexes et qui inclut notamment les activités de déprescription. Donc je pense que puisque tu commences par un bilan de médication, ta déprescription, à partir de l'année prochaine, tu pourras coter une consultation longue dont je ne connais pas encore la lettre clé, mais ça doit se retrouver assez aisément. D'accord, merci. Il y avait une deuxième question. Oui, c'était pour l'exposition à la nature. J'ai vu passer rapidement sur votre diapo une ligne sur une ordonnance d'exposition. Est-ce que vous pourriez... Ouais, en fait, c'est au Canada, pareil, que ça a été mis en place. Ils se sont rendus compte, en fait, parce qu'au Canada, l'accès au parc est payant. Et donc, en fait, ils ont créé des partenariats avec des parcs naturels, des parcs nationaux plutôt, pour autoriser sur prescription médicale pour que les gens n'aient pas à payer pour accéder au parc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des ordonnances. Et en fait, les études ont montré que l'ordonnance permettait aux gens de vraiment... ça devient une prescription pour le coup, même si c'est une prescription non médicamenteuse, ça devient quelque chose d'écrit. Et donc, en fait, ça a plus d'impact, ça aurait plus d'impact que juste des conseils oraux donnés. Donc, voilà. Et les recommandations, les études, elles ont montré un bénéfice si vraiment les gens, ils y vont... pas avec des écouteurs dans les oreilles, etc. Vraiment, c'est pour avoir les 5 sens libres pour se connecter à l'environnement. L'idée, c'est pas de faire des câlins aux arbres non plus. Hein. C'est vraiment juste de se balader dans un endroit, dans un environnement plus naturel. D'accord, merci. Et il y a un site vous pouvez accéder, mais en France, là, il y a des groupes qui commencent à bouger là-dessus, et ils ont créé un site qui s'appelle prescription de nature, je crois, .fr ou un truc comme ça, qui est en cours de construction. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont sortir dans les mois qui arrivent. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, merci pour votre intervention, c'était vraiment super. Moi, je suis Philomène, je suis interne en médecine générale à Grenoble. Et pour rebondir sur la question précédente, de noter tout ce qui est non médicamenteux sur les ordonnances, vous disiez que ça avait un impact. Et du coup, on peut vraiment se permettre de tout noter, enfin, je veux dire que ce soit les perturbateurs endocriniens, l'alimentation, les sites internet. Vous avez vraiment vu dans votre pratique ou peut-être auprès de vos collègues une vraie différence de noter ça, parce que des fois la conversation fait que on retient pas tout, et du coup le fait de l'écrire et de l'écrire sur la prescription, est-ce que ça aide justement aux patients et puis Ben, je sais pas, mais moi je trouve qu'en cherchant à déprescrire notamment les IPP, mettre les conseils alimentaires sur l'ordonnance pour leur rappeler en fait qu'il y a d'autres choses à faire s'ils ont des remontées gastriques, déjà ça peut être un premier point. Et puis en fait ça introduit le pharmacien qui voit ce qu'on a dit. Enfin voilà, en gros sur le côté collaboration, il comprend mieux aussi pourquoi on essaye de diminuer et qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et donc voilà, après j'avoue j'ai pas aucune étude là-dessus, c'est vraiment 100% de l'expérience personnelle, mais c'est vrai que parfois en consultation on délivre énormément d'informations. Et le fait que ce soit écrit quelque part, ils savent où aller le chercher. Et puis en fait, une fois qu'ils sont sur l'ordonnance, ça reste tous les mois. Bon, en fait, ça reste tous les mois. Et puis voilà quoi. Oui, merci Philomène. Du coup, pour ce qui est de la déprescription, le premier truc, c'est quand même vraiment de le marquer sur l'ordonnance. Puisque tu engages le patient à diminuer la dose, il va falloir que tu en donnes l'information au pharmacien d'officine, encore une fois, dans une approche collaborative. Maintenant, pour ce qui est en règle générale de le mettre sur une ordonnance ou de donner des documents d'éducation des patients, j'aurais tendance à dire que c'est parfois plus utile d'utiliser les documents qui existent, tout simplement parce que ils sont imprimés en 4 pages et que si tu veux pas vider le tambour de ton imprimante, ça sera mieux fait. Puis aussi pour dire que ça vient pas forcément que de toi tout ça. C'est-à-dire que du coup, les documents, ils existent, ils ont été construits sur des données probantes et c'est pas que toi qui le dis. Je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est de dire qu'il y a vraiment des données probantes sur la déprescription. Et donc du coup, ces documents, ils ont été étudiés pour les patients. Donc je pense pas que moi, spontanément, l'écrire sur une ordonnance, je ferais mieux que des gens qui ont passé leur temps à élaborer ces documents. Et puis du coup, rien à voir, mais vraiment sur une expérience personnelle. Pour l'activité physique adaptée, moi j'utilise les ordonnances préparées du dispositif On y va. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assez complets. Et là aussi, ça vient pas de moi. Et à la fin, il y a les contacts en bas. Et sinon, je peux l'adresser à la structure la plus proche. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, maintenant, moi, je préfère utiliser ces documents-là plutôt que de le mettre sur mon ordonnance, qui a finalement pas tant de poids que ça. On a parlé vraiment de prescrire, ordonner. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut plutôt être dans une approche assez humble et plutôt collective, de dire, écoutez, c'est pas moi qui le propose, c'est aussi les autres. Oui, exactement. Juste je complète ça, effectivement. Et ce qui est important aussi, c'est que délivrer des multiples documents sans les expliquer, ça n'a aucun impact. Ça, pour le coup, ça a été bien prouvé qu'il faut expliquer et il faut prendre le temps d'expliquer la feuille qu'on donne. Donc, mieux vaut répartir là-dessus les documents. Et effectivement, c'est des documents déjà faits, il y en a des centaines et des centaines, notamment sur les perturbateurs endocriniens. Si vous cherchez un petit peu, vous allez avoir trouvé plein de fiches très bien faites. Donc, vous ne perdez pas votre temps à créer des trucs sur l'ordonnance, effectivement, là-dessus, quoi. Et peut-être pour compléter, le mettre sur l'ordonnance, c'est à la fois important parce que c'est ce qu'expliquait Oriane et ce qu'évoquait Oriane, c'est-à-dire que la parole du soignant a son importance et une forme de légitimité derrière qui est importante. Je rejoins en même temps ce que disait Jean-Pascal, c'est en même temps le mettre sur l'ordonnance, c'est quelque part participer à une forme de médicalisation. Donc il faut être prudent sur faut-il tout médicaliser, et je pense que la démonstration qu'a fait Oriane, c'est que on est sur une approche vraiment très globale et on a notre notre action à faire là-dessus, et en même temps il ne faut pas tomber dans la médicalisation. Donc il y a une tension qui est un peu délicate. Je voulais juste aussi en fait prendre la parole pour dire qu'il y a effectivement des documents qui sont parfois très bien faits, qui sont parfois très bien faits parce que ils ont été construits avec des techniques telles que faciles à lire et faciles à comprendre.
Et il y a une attention à avoir à ne pas créer de nouvelles inégalités de santé en allant trop vite, d'où l'importance de prendre son temps et d'où l'importance d'avoir des dispositifs de consultation longues qui se mettent en place, même si on est malheureusement dans une situation où les professionnels de santé ne sont pas très nombreux au regard des besoins de santé de la population, mais aussi, et je rejoins ce que disait Jean-Pascal, c'est essayer d'inscrire ça dans une dynamique collective d'équipe soignante. Et donc, il y a les pharmaciens, il peut y avoir des infirmiers, des IPA, d'autres selon les dispositifs dans lesquels vous êtes. Et c'est vraiment, je pense, très important d'essayer d'engager ce virage vers la prévention, finalement, et peut-être moins sur le curatif, de façon collective avec les équipes soignantes engagées également. Alors, le patient, il faut l'engager, mais il faut aussi engager les équipes soignantes, ce qui n'est pas toujours très simple non plus. On va prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je me posais la question, vous faites partie de l'Alliance planétaire, Santé planétaire, c'est ça? Est-ce que vous pourriez en parler et nous dire comment s'y engager éventuellement? Oui, enfin, c'est une association qui a été créée, qui est assez jeune, qui a été créée il y a 4 ans maintenant, et qui cherche vraiment à faire connaître la santé planétaire et à diffuser le message. On cherchait à être vraiment le plus global possible en visant pas que des professionnels de santé. En fait, finalement, on s'est rendu compte qu'on est essentiellement des professionnels de santé et on est beaucoup de médecins généralistes à se poser des questions. Donc voilà, dans un premier lieu, c'est surtout un réseau, en fait, parce que ça fait du bien. Enfin, l'approche que j'ai présentée aujourd'hui, c'est quand même une approche un peu différente de la santé, de la médecine, et c'est encore, enfin, le tout début. Et en fait, parfois, on se sent un peu seul dans cette approche-là. Parce que même quand on essaye de travailler en collaboration, parfois on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Hein. Si on a un pharmacien qui est un peu engagé, c'est OK, mais si on a un pharmacien qui veut faire du chiffre, en fait, déprescrire, rien que ça, c'est parfois compliqué. Non, mais c'est la réalité, en fait, c'est quand même ça. Et donc parfois, on se sent un peu seul dans ces engagements-là. Et moi, j'avoue que j'ai surtout trouvé un réseau avec des gens avec qui partageaient à peu près les mêmes valeurs, et ça fait quand même du bien. Parfois, l'entre-soi, ça a du bénéfice. Et en plus, on partage énormément de données scientifiques. Et vraiment, c'est une des valeurs de l'association, c'est les données scientifiques. On ne veut pas un truc perché comme on peut, enfin voilà, comme ça peut l'être dans certains endroits sur des mouvements écologiques. Nous, on veut vraiment quelque chose de scientifique, et c'est ça qui est important pour nous. Et donc ça permet de partager surtout beaucoup d'informations et sur le réseau. Et il y a un site qui s'appelle alliancesantéplanétaire.org. Et il y a quelques informations dessus, mais on est en train de le refonder aussi parce que vu que c'est jeune et qu'on est tous bénévoles, et très engagés par pas mal de biais, voilà. Et juste pour rebondir 2 secondes sur ce qu'on disait tout à l'heure, redonner le pouvoir aux patients de leur propre santé, c'est quelque chose qui est énorme en fait, et ils ont été un peu dépossédés de ça, avec justement, ils confiaient tout aux médecins, tout confiaient, voilà. Et aujourd'hui, nous, en tant que professionnels de santé, on n'a pas forcément le temps de porter toute la santé de tout le monde, et surtout, c'est clairement pas notre rôle en fait. Et donc l'idée, c'est de leur redonner comment eux agir sur leur propre santé. Et cette approche non médicamenteuse, ces approches via l'alimentation, etc., c'est vraiment leur redonner le pouvoir et s'adapter à leur propre culture, leur propre croyance. Enfin voilà, chacun a sa façon de voir les choses, mais surtout ne pas projeter nos façons. C'est pas parce que nous on fait comme ça que déjà c'est la bonne façon, et en plus que c'est la seule façon de faire, quoi. Et donc c'est important de discuter avec eux aussi comment eux ils voient les choses. Et pour la déprescription, voilà, s'ils veulent déprescrire un comprimé d'IPP par mois au début, on accepte, et puis ça se fait progressivement, quoi. C'est vraiment une relation de confiance sur le long terme, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir ça. Et peut-être juste, j'en profite parce que on est quand même un pays où on prescrit beaucoup. On l'a peut-être pas rappelé, mais voilà, nous sommes un pays rapporté aux autres pays de l'Union européenne, si je ne prends que cela, où on prescrit beaucoup de médicaments, et sur la question des antibiotiques en particulier, d'où la question de l'antibiorésistance. Encore une fois, un grand merci du coup à nos 3 intervenants et intervenantes pour être venus ici, et j'espère que ça vous aura donné du coup des idées de thèse, comme a dit Oriane. Et puis du coup, on se retrouve là à 11h pour le Flash Actu sur la 4e année. Merci beaucoup.